Lorsqu'on parle d'époque victorienne et de meurtre, un nom nous vient immédiatement à l'esprit. Je veux parler de Jack l'Éventreur bien sûr. Si Whitechapel a été le théâtre de ces nombreux forfaits, les habitants de la ville de Bradford dans le nord de l'Angleterre seront les témoins d'un meurtre abominable. Repartons dans le temps en décembre 1888, et laissez-moi vous raconter l'histoire de John Gill, la tragédie de Bradford. Un matin d'hiver, 4 jours seulement après Noël, un apprenti boucher local a découvert un spectacle horrible au fond de Mellor Street à Bradford, en Angleterre. Le corps d'un jeune garçon y a été retrouvé dans un état presque indescriptible. Ce crime a eu lieu au lendemain de l'automne de la terreur, perpétré par le tueur en série connu sous le nom de Jack l'Éventreur. Certains ont même soupçonné le meurtrier de Whitechapel d'en être responsable, en raison de l'escalade effroyable de ses propres meurtres. Bien que les crimes de l'Éventreur aient été horribles dans leur sauvagerie, ils n'étaient rien en comparaison des horribles mutilations infligées à John Gill, âgé de 7 ans, en décembre 1888, qui allait être le point culminant d'une année de carnage et d'horreur qui a choqué la société victorienne. Du 31 août au 9 novembre 1888, le meurtrier connu sous le nom de Jack l'Éventreur a tué 5 femmes dans des meurtres aussi horribles qu'effroyables. La peur était de plus en plus présente parmi les habitants de l'East End, et aucune prostituée n'était à l'abri de la lame de ce maniaque invisible, et la police était impuissante à arrêter l'Éventreur. À chaque meurtre, les mutilations devenaient de plus en plus dépravées, et culminaient avec la dissection de la dernière victime, Mary Kelly. Début décembre 1888, le tueur avait pratiquement cessé sa folie meurtrière, il avait presque totalement disparu et plus personne ne parlait de lui. Bien que ces crimes aient été sanguinaires et choquants pour la société victorienne moraliste, ils n'étaient rien en comparaison du meurtre d'un jeune garçon, dont la vie avait été ôtée par un tueur vil, sans cœur, qui avait commis des atrocités innommables. Tôt le matin du jeudi 27 décembre 1888, John Gill, âgé de 7 ans et résidant au 41 Thorncliffe Road, à Bradford dans le nord de l'Angleterre, quitte sa maison pour accompagner le laitier local William Barrett dans sa tournée. Décrit par les journaux comme un petit garçon intelligent et très gentil, John accompagnait souvent Barrett, et l'avait déjà fait à de nombreuses reprises par le passé. Barrett a affirmé plus tard que l'enfant l'avait quitté avant son dernier appel, car le jeune garçon se trouvait à quelques centaines de mètres de chez lui. Bien qu'il soit si proche de sa maison, John n'est jamais arrivé à son domicile. Pour autant que l'on sache, la dernière fois qu'on l'a vu avec certitude, c'était vers 8h30, lorsqu'il a été aperçu en haut de Thorncliffe Road, s'amusant à faire des glissades avec un groupe d'autres garçons. Ses parents, leurs voisins et la police, l'ont cherché pendant les 2 jours suivants, cherchant frénétiquement un signe du jeune enfant, mais aucune trace de lui n'a été trouvée. Puis, vers 7h du matin, le 29 décembre 1888, Joseph Burke, un garçon employé par le boucher local, s'est rendu à l'écurie de son maître, Monsieur Newbold, situé derrière la rue Mellor, pour atteler le cheval afin de commencer la journée de travail. Après avoir d'abord rangé l'écurie, Burke est allé déposer les crottes de cheval dans le réservoir à fumier, et à ce moment-là, il a repéré un paquet dans le coin, près des portes du hangar à charrettes. Comme le décrit la presse association, le garçon a été trouvé à un endroit légèrement caché, et censé échapper à la vue des passants. L'assassin a peut-être été dérangé, et n'a pas pu dissimuler le corps comme il le voulait. L'endroit est situé dans une rue obscure à l'arrière de Mellor Street. En face se trouve une rangée d'écuries et de remises à voitures. Juste à gauche, il y a un réceptacle pour le fumier. Il existe un petit espace entre cet endroit et un mur, et c'est là que le corps a été retrouvé. Comme dit précédemment, le meurtrier a tout fait pour bien cacher le corps, mais heureusement le jeune Joseph Burke l'a retrouvé et a pu alerter la police. L'édition du 29 décembre 1888 du South Wales Echo est entrée dans les détails, décrivant les horribles blessures qui avaient été infligées au corps du jeune garçon. La malheureuse victime avait été mutilée de façon indescriptible. Les 2 jambes avaient été coupées près du corps. L'abdomen était légèrement ouvert et les intestins partiellement extraits.
Les 2 oreilles avaient été coupées, et il y avait d'autres défigurations choquantes. Lorsqu'on les a retrouvées, les membres ont été attachés au corps. Les bretelles que portait le défunt ont été utilisées pour attacher les membres au tronc. Les vêtements du garçon ont ensuite été enroulés autour du corps, la veste enveloppant le paquet. On a retrouvé un sac avec le corps sur lequel était imprimé le nom W. Mason, Derby Road, Liverpool, et la police espère que cela servira d'indice pour les auteurs du crime. Tous les efforts pour retrouver W. Mason ont finalement échoué. Suite à l'article du South Wales Echo, décrivant les horribles mutilations infligées au jeune garçon, on se demandait si l'auteur du crime n'avait pas imité le meurtrier de Whitechapel. En réalité, les mutilations et blessures infligées au petit garçon étaient encore plus choquantes que ce qui avait été rapporté au début. Les 2 jambes et les bras avaient été grossièrement arrachés. Il y avait 2 coups de couteau dans la poitrine gauche, le cœur avait été entièrement arraché et était collé contre la gorge de la victime. Les 2 bottes avaient été retirées des pieds du garçon et enfoncées dans la cavité de l'abdomen dans la région des reins, tandis que les autres parties du corps étaient pratiquement coupées. Il n'y avait pas de sang à l'endroit où le corps a été retrouvé, et la police pense que la tragédie a eu lieu dans la nuit de jeudi à vendredi. Le corps a certainement été transporté à l'endroit où il a été retrouvé, que tard dans la nuit de vendredi dernier. La théorie de la police est que le crime est le fait de jeunes ivrognes, dont l'imagination avait été enflammée par les récits des tragédies de Whitechapel, et qu'ils ont tenté d'imiter leurs pires traits. Les jambes et les bras étaient attachés au corps lorsqu'il a été retrouvé, et l'ensemble des restes était enveloppé dans une couverture grossière, ce qui lui donnait l'apparence d'un gros paquet oblong. Le 29 décembre 1888 à midi, la police avait procédé à une arrestation. Le laitier, William Barrett, a été arrêté, soupçonné d'avoir assassiné John Gill. Dans l'édition du 31 décembre 1888 du Sunderland Daily Echo, l'apparence de Barrett est décrite alors qu'il se tenait devant les magistrats locaux. Le prisonnier Barrett a été présenté aux magistrats dans une salle privée le samedi. C'est un jeune homme bien bâti, au teint frais, âgé de 23 ans. Il est marié depuis 1 an, et a un enfant. Il a un bon caractère et les habitants de ce district sont enclins à croire en son innocence. Dans une longue déclaration lue par le chef de la police, les motifs de la détention du prisonnier ont été exposés au tribunal. Tout d'abord, le prisonnier était la dernière personne vue avec le garçon. Selon un témoin, et contrairement à ce que Barrett a déclaré, le garçon a été vu avec lui, après l'heure à laquelle le prisonnier a déclaré l'avoir quitté. Un autre élément existait, une période de près d'une demi-heure, dans la nuit du jeudi, que Barrett n'arrivait pas à justifier dans son emploi du temps. Il a simplement déclaré qu'il était possible qu'il travaillait à l'écurie durant ce laps de temps. On a découvert que le sol de l'écurie avait été récemment arrosé d'eau, et on a également trouvé un drap taché qui avait été remis à l'expert médico-légal, pour déterminer si ces taches étaient du sang. Au domicile de Barrett, un grand couteau fut trouvé, et après examen, il s'avéra qu'il correspondait aux 2 blessures principales. Lorsque le prisonnier vit ce couteau pour la première fois, il n'y a d'abord en avoir eu connaissance, mais finit par admettre qu'il lui appartenait. D'autres éléments de preuve montrèrent que le prisonnier avait d'abord déclaré ne rien savoir du drap, mais qu'ensuite il avait affirmé que son maître le lui avait donné pour le cheval. Barrett fut placé en détention provisoire jusqu'au mercredi. Selon le Bristol Mercury, dans son édition du lundi 31 décembre 1888, ni la femme de Barrett, ni beaucoup de leurs voisins n'étaient convaincus que William avait commis le meurtre. En ce qui concerne l'enquête de police, il existe dans le quartier de Thorncliffe Road, un sentiment fort, que malgré les circonstances suspectes sur lesquelles le chef de la police a attiré l'attention des magistrats, le prisonnier Barrett n'est coupable d'aucune tentative de violence contre le garçon. Ceux qui le connaissent le mieux lui attribuent une excellente réputation de stabilité et de sobriété, et déclarent qu'il est le dernier homme au monde, qui pourrait commettre un tel meurtre. Un représentant de la presse a rendu visite à Madame Barrett aujourd'hui, et l'a trouvée parfaitement calme et sereine. Elle a déclaré « Je n'ai aucun doute sur l'innocence de mon mari ». Interrogée sur le couteau à pain, elle a déclaré que la police était venue chez elle hier, et avait demandé à être autorisée à examiner ses couverts. Elle a montré au détective où se trouvaient les couteaux de table,
et ils ont choisi le plus redoutable qu'ils pouvaient, et l'ont emporté. Elle affirme que le couteau à pain était régulièrement nettoyé avec les autres couverts, à la fin de la semaine. Il n'a pas fallu longtemps pour que les gens établissent des parallèles entre le meurtre du jeune John Gill et les crimes non résolus de Whitechapel, qui avaient été commis dans tout l'East End au cours des mois d'automne précédents. Le lundi 31 décembre 1888, le Daily Mail rapportait que les détails du crime permettaient de dire qu'il surpassait à certains égards les meurtres de Whitechapel. Là-bas, le démon, après avoir tué ses victimes, procédait à la mutilation de leur corps sur place. Ici, à Bradford, il ôtait la vie à un jeune garçon innocent, lui vidant jusqu'à la dernière goutte de sang, puis commençant à le découper, terminant son horrible spectacle en liant les morceaux ensemble, et en les déposant dans un coin sombre à une centaine de mètres de la maison, où le petit garçon avait vécu. Le journal poursuit son article en affirmant: On pourrait imaginer qu'il faudrait fouiller en vain dans les annales du crime, dans ce pays ou dans n'importe quel autre, pour trouver le compte-rendu d'un acte pire que celui-ci. Il est inutile de dire que le meurtre de John Gill a créé une sensation très forte dans tout Bradford, et il faudra longtemps pour que le souvenir de ce meurtre ne s'éteigne. Samedi et hier, des milliers de personnes se sont rendues dans les environs du lieu du meurtre, se sont rassemblées en groupe dans les rues, pour discuter des détails choquants, exprimer leur sympathie pour les parents endeuillés, et espérer que l'auteur de cet acte odieux soit traduit en justice. Le journal résume alors le sentiment des gens du quartier. Le meurtre est l'œuvre du démon de Whitechapel. Il y avait un sentiment généralisé que Jack l'Éventreur avait transféré ses opérations de l'East End à Bradford, et les parents étaient terrifiés à l'idée que le petit John Gill ne soit que la première victime d'une longue série de sa soif de sang humain. Le mardi 1er janvier 1889, le Daily News rapporta ce qui semblait être un nouveau rebondissement. Une étrange histoire est parvenue aux oreilles de la police de Bradford dans la matinée de jeudi, le matin même où le petit John Gill a été porté disparu, et à propos de laquelle ils ont gardé le plus strict silence. Le journal ensuite raconte: Mercredi soir dernier, un tailleur nommé Kyle, domicilié au 324 Eaton Road, une artère de la banlieue où le corps a été retrouvé, situé à environ 800 mètres de la ville, s'est rendu à un bal avec sa femme. À son retour vers 10h jeudi matin, 1h30 après que le garçon ait été vu pour la dernière fois avec le laitier Barrett, il a découvert que quelqu'un avait pénétré dans sa maison. Les meubles avaient été déplacés et retournés, un certain nombre d'objets de toutes sortes avaient été jetés en tas sur la table du salon, et sur une autre table se trouvait un spectacle qui le frappa d'horreur. L'histoire fut ensuite racontée par Monsieur Kyle lui-même. 2 couteaux à découper étaient placés en croix sur la table, dessus se trouvait une carte sur laquelle était écrit « 9h30, attention, Jack l'Éventreur est là », tandis que sur l'autre côté était écrit « Je suis descendu au bord du canal, s'il vous plaît, venez me voir, sincèrement, suicide ». Une grande boîte de conserve pleine d'eau se trouvait sur la même table, et toute la surface de la table était saturée d'eau. L'horloge du salon était arrêtée, et les aiguilles indiquaient leur indiqué sur la carte, 9h30. Rien n'avait été emporté de la maison, à l'exception d'une bouteille de rhum. Une autre bouteille de rhum avait été retirée du placard, et une partie de son contenu avait été versée dans 2 verres. Monsieur Kyle a été contraint d'acheter une autre maison, le choc de la découverte ayant tellement traumatisé sa femme, qu'elle ne voulait plus rester dans cette maison sans une compagnie constante. Durant plusieurs jours, à partir du 9 janvier 1889, William Barrett comparut devant les magistrats et le tribunal de police de Bradford, tandis que les preuves contre lui étaient présentées et évaluées. Le vendredi 11 janvier 1889, une décision du tribunal fut rendue. Monsieur Armitage, le président des magistrats, annonça qu'après avoir soigneusement examiné chaque preuve qui pesait contre William Barrett, aucune ne prouvait de façon formelle qu'il était coupable, et que le prisonnier serait donc libéré. Le Daily News rapporta le 12 janvier 1889. Il y eut des applaudissements nourris et prolongés au tribunal. Lorsque Barrett quitta peu après le bâtiment et partit en taxi, il fut suivi sur une certaine distance par une foule en liesse. Le soir, à son arrivée à Connolly, son village natal, il fut fêté publiquement. Avec l'acquittement de William Barrett, les meurtriers du jeune John Gill
n'ont jamais été traduits en justice et le crime est resté non résolu. Le passage du temps, plus de 130 ans, n'a rien fait pour atténuer l'horreur de cette atrocité, qui surpasse même les crimes les plus horribles de Jack l'Éventreur. Malgré de nombreuses tentatives, le meurtre de John Gill n'a jamais été officiellement lié au meurtre de Whitechapel. La presse était également incrédule. En effet, on a appris que la police avait complètement ignoré une série d'empreintes boueuses, encore visibles en mars 1889, allant et venant du lieu du corps, jusqu'à l'arrière-cour d'une maison vide à proximité. Les Gill ont également déménagé, mais sont restés à Bradford. Madame Gill a régulièrement visité la tombe de son fils, jusqu'à sa mort, plus de 50 ans plus tard. Le meurtre de John n'a jamais été résolu, et laisse de nombreuses questions déroutantes, en dehors de celle évidente de savoir qui l'a tué. Pourquoi ce jour-là a-t-il quitté le chariot du laitier plus tôt que d'habitude? Était-ce vraiment parce qu'il était près de son domicile? De plus, une information a filtré un peu plus tard, du sang avait été retrouvé uniquement sur son col et sa casquette. Pourquoi? Où a-t-il été détenu entre le moment de son enlèvement et celui de son exécution, probablement plus d'un jour plus tard? Et comment le tueur l'a-t-il fait taire? A-t-il été victime d'une opportunité ou le tueur était-il aux aguets? Si le tueur était un habitant du coin, pourquoi n'y a-t-il pas eu d'autres crimes similaires dans la région? Ce crime a-t-il été mis en scène pour ressembler à un meurtre de l'Éventreur? Qui était W. Mason et pourquoi son journal a-t-il été retrouvé avec le corps? Beaucoup de questions qui resteront sans réponse. Patricia Cornwall, par exemple, a affirmé que le crime était l'œuvre de son principal suspect, Walter Sicker, mais aucune preuve tangible ne peut accréditer cette théorie. Pour le petit garçon qui a connu une fin aussi horrible et triste, il y a peu d'espoir que justice soit rendue, ni pour lui ni pour ses ancêtres.